Dans le cadre de ce colloque et pour les raisons sanitaires que vous connaissez, il n'a pas été possible de faire une session de poster traditionnelle. À la place, le comité éditorial du colloque a sollicité les doctorants des écoles de l'IMT pour faire des vidéos sous le format type bien connu, ma thèse en 180 secondes, et a organisé un concours pour récompenser les 3 meilleures vidéos. Alors, toutes les vidéos sont accessibles depuis le site de l'IMT, qui est affiché sur vos écrans depuis le début du colloque. Et donc, c'est en plus des sessions plénières auxquelles vous avez assisté. Le comité remercie tous les doctorants qui ont participé à ce concours. Et vous avez été assez nombreux en dépit de la difficulté de l'exercice et des conditions sanitaires peu aidantes. Donc toutes les vidéos qui ont été envoyées présentent vraiment de grande qualité, aussi bien en termes de mise en forme que de clarté des exposés, d'explication du contexte. Et encore une fois, il est donc possible de les visionner depuis le site de l'IMT à l'adresse affichée. Alors, je vais maintenant procéder à la remise des prix. Alors, donc le 3e prix a été attribué à Nicolas Chiavone de Sigma Clermont sur le sujet sur la valorisation de pouzzolane en tant que composite polymère pour une utilisation en impression 3D. Donc bravo à Nicolas. Le jury a particulièrement apprécié la qualité de la vidéo, la clarté du discours, la bonne utilisation du format vidéo pour présenter les enjeux socio-économiques ainsi que les moyens expérimentaux utilisés et les résultats. Alors je vous propose de visionner la vidéo. Tout comme les interventions précédentes, vous pourrez poser des questions via le chat et aussi à l'oral après la projection si on a un peu de temps, et ce sera arbitré par notre chairman Florence. Ça que vous êtes en train de voir, c'est la pouzzolane de Dôme, une carrière pour l'extraction de pouzzolane dans les cœurs de la région d'Auvergne. Aujourd'hui, on a un stockage qui s'amonte à 50 000 tonnes. Bon, alors désolé, il y a un petit problème de chargement. Par an, des fractions fines de pouzzolane. Pour cela, il faut la valoriser et l'utiliser pour des applications nobles. En même temps, le marché de la fabrication additive ne cesse pas de croître, avec sa possibilité d'imprimer des pièces avec géométrie très complexe pour différentes applications, mais aussi avec différentes matières, comme des résines polymères, comme des métaux ou comme des polymères thermoplastiques. Moi, pendant ma thèse, j'ai travaillé avec l'impression 3D par fil fondu. Typologie de fabrication, ça marche avec un filament thermoplastique envoyé dans une douche chauffée et par la suite fondu et déposé couche sur couche. Si d'un côté, la variété des filaments polymères pour l'impression 3D est limitée, de l'autre côté, il ne faut pas oublier la pollution qu'on a aujourd'hui dans le monde, soit dans l'eau, soit dans les terrains. Pour cela que pendant ma thèse, j'ai étudié et optimisé des matériaux respectueux de l'environnement, c'est-à-dire des composites à base de biopolymères et à base de pouzzolane. Mon travail de thèse, je l'ai fait à Sigma Clermont, comme j'étais financé par la Fondation Sigma, mais aussi dans le laboratoire de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Du coup, mes études se sont focalisées sur l'optimisation des paramètres de mise en œuvre pour la production de filaments pour l'impression 3D et de paramètres de l'impression 3D pour avoir des pièces finales avec des propriétés optimales. Pendant ma thèse, j'ai utilisé différentes typologies de biopolymères pour la production de filaments, en particulier de l'acide polylactique, du polyéthylène biosourcé et du polybutylène succinate coadipate. Avec tous les filaments qu'on a obtenus, on est arrivé à imprimer des pièces avec une géométrie très complexe.
En plus, on a observé que la pouzzolane agit comme renfort pour le composite et elle améliore les cohésions entre les couches de les pièces imprimées. Un autre but de ma thèse, c'était de développer un prototype pour une application spécifique. Celle que j'ai choisi, c'est dans le domaine de l'irrigation de précision, en utilisant un bouchon d'arrosage automatique. Le système il est conçu pour pas avoir de pièces assemblées et pour avoir une partie perméable pour le contrôle du débit d'eau. Le bouchon, du coup, il est mis sur une bouteille en plastique recyclable et pendant mon étude, j'ai analysé l'absorption d'eau avec un terrain simulant. Les résultats ils ont montré la possibilité d'imprimer des parties perméables pour le contrôle de très faible débit d'eau et que la présence de la pouzzolane il va réduire la porosité de la pièce imprimée. Alors, donc, bravo encore, Nicolas. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Florence, tu n'as pas vu de questions non plus? Non, je n'ai pas non plus. On pourra peut-être en prendre par la suite. Très bien. Donc, le deuxième prix a été attribué à Ressa Carvalho-Martins de l'IMT Minales sur le sujet influence de l'acidité des montmorillonites sur les propriétés ignifugeantes des composites polymères. Donc, bravo Ressa. Le jury a particulièrement apprécié le sujet de test très porteur et innovant aux enjeux environnementaux réels. Ressa, tu as réussi à bien exploiter le format vidéo. Tu as fait preuve d'une très bonne pédagogie pour expliquer tes travaux de thèse. Voilà, donc bravo, et on va visionner donc, la vidéo. Les matériaux polymères, plus connus sous le nom de plastique, sont des matériaux très polyvalents présents partout dans notre vie quotidienne. Par exemple, dans nos téléphones portables, les câbles électriques, les climatiseurs. Leur inconvénient est qu'ils sont très inflammables, entraînant souvent des dommages matériels et des pertes de vie. Mais et si nous pouvions modifier la formulation de ces matériaux afin qu'ils deviennent moins inflammables? Bienvenue dans le monde des matériaux infusés. Les matériaux conçus pour ralentir les processus de combustion, laissant aux gens le temps d'échapper, d'appeler des pompiers ou d'entendre le feu. Le but de ma thèse est de concevoir un matériau infusé, biosourcé et imprimable en 3D. Pour cela, j'utilise 4 composants. Pour la matrice polymère, les PLA ou l'acide polylactique, qui viennent d'une source naturelle comme de l'amidon de maïs. La lignine, un résidu de l'industrie du papier et de la cellulose. Le polyphosphate d'ammonium, mon agent gonflant, inerte, je le modifie. Après les étapes d'extrusion, d'injection ou d'impression 3D, voilà, une plaque de PLA infusée. Maintenant, imaginez un incendie. Au fur et à mesure que la température augmente, la lignine et le polyphosphate d'ammonium réagissent entre eux, formant une couche carbonée rigide. La dégradation du polyphosphate d'ammonium libère du gaz ammoniaque, provoquant le gonflement de cette couche. Une fois formée, la couche agit comme une barrière entre l'intérieur et l'extérieur du matériau, empêchant l'échange d'oxygène, de chaleur et de combustible, arrêtant la flamme. Les argiles sont utilisées pour renforcer cette couche, mais mes argiles sont spéciales et ne font pas que ça. Elles subissent un processus d'acidification et, suivant leur acidité, je peux produire une couche plus ou moins efficace, capable d'arrêter le feu plus tard ou plus tôt. Mon défi, c'est d'expliquer comment et pourquoi cela se produit, ainsi que les réactions chimiques impliquées. Les bonnes nouvelles pour l'instant, mon matériau dégage 40% de moins de chaleur que les PLA vierges. Il y a de bonnes propriétés pour être imprimé en 3D. Peut-être que dans le futur proche, vous brancherez vos portables dans une prise de PLA infusée.
Voilà, donc bravo Ressa. Bonjour à toutes et à tous. Attends, excusez-moi. Qui porte sur les biocomposites Un petit problème. Et donc, enfin, le premier prix. Ah oui, pardon, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question sur la conversation de Véronique pour le premier doctorant qui a eu le 3e prix. Signé l'équipe d'Albi. Voilà. Ça te va? Ok, ça me va. Je dirais toute l'équipe d'Albi. Donc, Nicolas ou ses encadrants, est-ce qu'il y a une réaction chimique entre la pouzzolane et le polymère ou est-ce que c'est juste un comportement de charge minérale neutre? Bonjour à tous. Déjà, merci pour la prime. Par rapport à la question, oui, ça dépend de la fraction des pouzzolanes. C'est-à-dire, il y a des pouzzolanes qui sont neutres, donc qui n'ont pas de réaction avec la matrice, mais il y a d'autres qui peuvent réagir. Par exemple, parce qu'il y a de la chaux ça ne devient pas forcément dans la séparation, mais c'est un produit chimique qui est ajouté pour travailler la pierre pendant la coupure, par exemple. Donc là, oui, il y a un effet chimique et du coup, il faut chercher la matrice plus adaptée pour ce type de pouzzolane. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Ressa? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va donc attribuer le premier prix qui a donc été attribué à Leïla Grippon de l'IMT L'Île d'Ouai sur la contribution au recyclage et à la valorisation des matières plastiques contenant des retardateurs de flammes bromées et issus des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, bravo Leïla. Alors, donc cette vidéo, il faut le dire, a eu la préférence du jury. Le sujet de thèse est un sujet porteur aux enjeux environnementaux et socio-économiques forts. Leïla a réussi à très bien exploiter le format vidéo pour représenter avec une grande clarté le sujet de thèse, les objectifs, les méthodes expérimentales qu'elle a utilisées et elle a aussi réussi à très bien illustrer les expériences qu'elle a menées ainsi que les résultats obtenus. Voilà. La vidéo est très claire et concise. Voilà, donc bravo Leïla. Et on va donc la visionner. Alors. Voilà. Ça met un peu de temps à se lancer. Attendez. Oui, c'est bon. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont constitués d'un mélange complexe de matériaux qu'il va falloir séparer avant recyclage. Les matières plastiques doivent aussi être triées car certaines d'entre elles contiennent des polluants tels que des retardateurs de flammes bromées. Alors que les matières plastiques non bromées sont recyclées, les matières plastiques bromées sont traitées de façon à détruire les polluants qu'elles contiennent. Elles sont donc le plus souvent incinérées, ce qui a pour inconvénient d'être coûteux en énergie, onéreux et de détruire de la matière. Je m'appelle Leïla Grippon, je suis doctorante à l'IMT L'Île d'Ouai et à l'ISPA d'Alençon depuis janvier 2018. Mon projet consiste à trouver une solution pour recycler la matière plastique qui contient des retardateurs de flammes bromées tout en respectant les réglementations. Je travaille sur un gisement réel que j'ai d'abord caractérisé afin de connaître ses propriétés et les impuretés qu'il contient. Ces caractérisations ont révélé que la concentration en substances polluantes dans la matière étudiée était 4 fois supérieure au seuil réglementaire. Pour pouvoir la recycler, il est donc nécessaire de trouver une méthode pour éliminer ces polluants.
Nous avons donc étudié différentes méthodes d'extraction physico-chimique, telles que des méthodes utilisant des solvants organiques, mais également une méthode utilisant du CO2 supercritique. L'extraction CO2 supercritique est une méthode verte, largement utilisée en industrie agroalimentaire, car elle a pour avantage d'être non toxique et de ne pas nécessiter de post-traitement pour récupérer le solvant et la matière. Après chaque extraction, nous avons analysé la matière traitée et l'extrait récupéré afin de déterminer l'efficacité de l'extraction et l'impact du traitement sur les propriétés de la matière. Les extractions réalisées avec le diéthyléther ont très bien fonctionné et ont permis d'extraire environ 80% du brome présent dans la matière. Les extractions avec le CO2 supercritique ont permis d'extraire jusqu'à 44% de brome, mais les traitements utilisés n'ont pas eu d'impact sur la matrice polymère, ce qui est un bon point pour le recyclage de la matière. Voilà, donc bravo à vous trois en particulier. Oui, pardon, est-ce qu'il y a des questions? On a une question pour Raïssa, deuxième prix de la part de Anne Bergeret. A-t-on une idée de l'influence des retardateurs de flamme sur l'aptitude à la biodégradation du PLA? Est-ce que Raïssa peut répondre en direct? Donc, il y a une... Vous m'écoutez? Oui. Bon, en fait, je n'ai pas encore fait ce type d'étude de l'influence des retardataires dans la biodégradabilité du PLA, mais c'est une super idée. Et on sait que la lignine, forcément, est biodégradable. Par contre, l'APP, on essaye encore de les remplacer pour une autre molécule avec la même efficacité, mais qui soit plus dégradable que la molécule d'APP. Mais en fait, c'est une chose à voir dans le futur. Merci pour la question. Merci Raïssa. Une autre question pour Leïla, cette fois-ci, de la part de Denis de Lagne. Sur quels paramètres joue-t-on pour rapprocher les résultats obtenus avec le CO2 de la méthode physico-chimique? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Merci d'abord pour le prix. Donc du coup, par rapport à la question, l'extraction CO2 supercritique, il y a plusieurs paramètres à optimiser. Donc, il y a la température, la pression. On peut également jouer sur la granulométrie de l'échantillon et on peut également ajouter des co-solvants en plus du CO2. Voilà. Merci. Est-ce qu'une autre question se présente? Bon. Sur le mode conversation. Encore toutes nos félicitations aux 3 lauréats. Bravo et belle continuation dans vos travaux de thèse ou de post-doctorat ou futurs métiers. Oui, merci Florence. Donc la direction scientifique contactera les lauréats dans les jours à venir pour leur expliquer les modalités de remise des prix. Bravo aussi aux autres doctorants qui ont participé et dont les vidéos sont vraiment de bonne qualité. Donc je vous invite vraiment fortement à aller les voir.
vers le lien, en utilisant le lien sur vos écrans. Alors, avant la clôture de ce colloque, je souhaiterais donner maintenant la parole à Ange Ndiou, professeur à l'IMT Mine-Albi, et Noureddine Abriac, professeur à l'IMT Lille-Douai, qui vont vous annoncer le thème du prochain colloque IMT. Oui, merci donc Sandra. Donc tout d'abord, donc toutes mes félicitations donc aux organisateurs de cette belle journée. Effectivement, votre colloque sera pour nous vraiment un vrai exemple à suivre. Donc l'objectif donc de notre colloque énergie renouvelable et ressources, donc on a donc dans le comité, il y a donc Anzilio donc et moi-même qui gère la thématique. Après, donc, l'IMT Atlantique, Mine Saint-Etienne, Mine Paris-Tech, comme vous pouvez dire, et l'IMT Mine Alès. Donc, l'objectif de ce colloque est de mettre en valeur vraiment donc, la problématique énergie renouvelable et ressources, hein, et également mettre en lumière les attentes et la vision des industriels. Donc, en fait, le programme des présentations sera centré donc, autour de 3 blocs. Le premier bloc, ça serait projet structurant de la thématique, donc phare énergie et ressources. Deuxième bloc, ça serait participation des acteurs industriels, surtout la réflexion autour des verrous scientifiques et technico-économiques actuels concernant les aspects ressources et énergie. Et le dernier bloc, ce sont les compétences scientifiques des écoles. On va proposer des présentations courtes des travaux de recherche donc menés donc au sein de toutes les écoles de l'Institut, comme le vôtre. Ainsi, donc, le colloque, donc, il y aura donc le développement de 3 présentations. La première présentation, ça serait donc des projets structurants entre les thématiques de l'IMT. Après, donc, il y aura 2 invités industriels conférenciers, un concernant l'aspect ressources et le deuxième concernant l'aspect donc énergie. Enfin, donc, de la présentation, il y aura donc, donc une partie qui sera relative donc, au travail mené par les écoles sous la forme de présentation orale. Donc, ça serait une présentation par école, pas plus. Une session poster, donc 3 à 4 posters par école qui seront proposés. On fera donc comme vous, je pense, un concours aussi sur les posters. Donc, la fin du colloque se terminera par une session de restitution. Et donc, l'objectif principal, c'est d'établir concrètement une feuille de route pour la thématique phare, donc énergie et ressources. Parce qu'aujourd'hui, on a une feuille provisoire et on souhaite, à partir du 1er avril, faire une feuille de route pour toutes les écoles et toutes les personnes qui souhaitent, je dirais, donc, s'investir dans la thématique ressources et énergie. Donc, M. Ange n'est pas là aujourd'hui. Hein. Je suis là, Nordine. C'est très bien ce que tu as dit. Il n'y a rien à rajouter. Très bien. Tu m'avais dit que tu ne seras pas là, mais bon, ok. J'allais être prêt à partir de 18h, mais j'avais 2 minutes et je rajouterai quelque chose après toi avant de partir. Allez-y, Ange. J'ai terminé. Je voulais juste déjà remercier les collègues, José, Denis et tous les collègues qui ont travaillé sur le colloque matériaux. Je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Nourdine, juste le fait qu'on l'a vu sur le colloque matériaux, il y a pas mal de thématiques à l'interface. Donc avec Nourdine, comme il a expliqué, on va préparer ce séminaire avec nos collègues sur la partie énergie renouvelable et ressources, mais il y a beaucoup d'interactions avec les matériaux. Donc ce qu'on vient de voir là pendant ce colloque matériaux, il y a beaucoup d'interactions avec nos collègues qui font du data. Et il y a des interactions avec d'autres thématiques phares de l'IMT. Donc, ce que nous espérons, c'est qu'au-delà du périmètre stricto sensus énergie renouvelable et ressources, on aura la participation des autres collègues de l'IMT qui sont sur des thématiques qui peuvent avoir en fait des inputs intéressants pour les énergies renouvelables. Donc, on compte sur votre participation. On va communiquer relativement rapidement sur le programme détaillé dont a parlé Nourdine et on espère que vous serez présents à participer à ce colloque-là aussi le 1er avril. Si on a de la chance en présentiel, mais sinon ce sera comme le colloque matériaux dans un format distanciel maintenant qu'on a gagné de l'expérience compte tenu de ce que les collègues viennent de faire et un peu de ce qui s'est passé au niveau de l'IMT. Donc on vous donne rendez-vous dans les semaines et mois à venir pour les annonces, pour les call for papers, tout ça. Et puis aussi, surtout, le 1er avril pour le colloque. Voilà.
Merci Ange pour ces précisions intéressantes. Voilà. Donc, on rend la parole à Sandra, donc, je crois. Voilà. Oui, merci beaucoup à tous les deux pour avoir annoncé le prochain colloque. Et je vais maintenant donner la parole à Jean-Philippe Lagrange, directeur scientifique de l'IMT, pour clôturer ce colloque. Alors, bonsoir à tous. D'abord, merci à tous ceux qui sont encore là, malgré l'heure qui commence à devenir un petit peu tardive. Et merci, comme vient de le faire Ange, à tout le comité qui a monté le colloque qui vient de se terminer aujourd'hui, et à Sandra qui les a appuyés dans des conditions compliquées. C'est la première fois qu'on faisait un colloque entièrement en distanciel. Et donc, si vous voulez revenir un petit peu sur ce qui a été partagé, vous trouverez tous les matériaux liés au colloque et au fur et à mesure les vidéos également sur le site de l'IMT, sur imt.fr. Donc, ça vous permet d'y revenir ensuite si vous en avez envie. Et également sur cette base-là, sur ce point de départ, d'interagir avec ceux qui ont présenté des travaux. Et puis on vous engage, comme viennent de le faire Ange et Noureddine, à nous rejoindre à nouveau au mois d'avril pour le colloque suivant, et en octobre 2021 pour un autre colloque qui sera sans doute sur les thématiques plutôt du numérique. Voilà. Et donc bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé et on compte sur votre intérêt pour nos prochains colloques. À bientôt.